Ben, l'art, pour moi, en fait, c'est un moyen d'expression comme un autre, mais qui est poussé quand même, tu sais, à ses limites, donc à un niveau d'excellence, je dirais, souvent, qui, soit parce qu'il fait réfléchir, soit parce qu'il dégage, c'est ça, soit de la poésie, soit parce que c'est une maîtrise. Je dirais que c'est une maîtrise, en fait, ouais. L'art, c'est une maîtrise. Soyez les bienvenus à votre émission L'art et la créativité. Je suis très contente de recevoir aujourd'hui donc Claudine Quellil. Bonjour Claudine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être là. Je vous en prie. Oui, est-ce qu'on peut se tutoyer? Bien sûr. Oui, ok, merci beaucoup. Donc, je suis très contente de te recevoir. Et donc, on mijotait cette rencontre depuis quelques temps, donc l'équipe TCF, et puis ça se concrétise. Et qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche et pourquoi ou pourquoi pas? Ben, j'avoue y avoir réfléchi un certain temps. Puis là, vous voyez, j'ai pas d'objet. Donc, ben, en fait, c'est juste que je réalise à quel point plus on vieillit, plus notre vie se complexifie. Et puis, nous-mêmes, c'est difficile de nous ranger dans un objet ou une catégorie ou de vraiment se définir à partir de ça. Donc, j'ai pas apporté d'objet. Par contre, j'ai pensé à un objet qui m'est venu juste avant de me coucher, où je me suis dit, ben, en fait, si je pouvais vraiment, puis si je mets des guillemets, si je pouvais me définir, peut-être je me définirais par un prisme, qui est un petit objet à plusieurs facettes. Un objet aussi qui utilise la lumière du soleil puis qui la diffuse. Mais quand c'est bon ça. Mais quand il n'y a pas de lumière, c'est un objet assez banal en fait. Donc c'est vraiment la lumière vient de l'extérieur, puis c'est comme s'il irisait cette lumière-là, puis il y a de la beauté qui sort de ça. Donc, c'est un petit peu comme ça que je me vois par rapport à la communauté, parfois, là, que finalement, c'est à travers les autres que moi, je diffuse leur lumière à eux, si on veut. C'est très beau, Claudine. Ben, merci. Oui. Bon, on va commencer à te découvrir un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es très impliquée au Centre-Sud. Oui. Mais donc, Claudine, tu as fait des études. Juste pour te comprendre un petit peu pourquoi tu es rendue là. Donc, tu as fait des études donc, en psychologie. Oui. Et donc, tu as ton diplôme, ton bac. Oui. Et puis, tu as fait des études aussi, tu as un certificat en journalisme. Oui. Et puis, ça fait un bon mélange de ce que tu es devenu, il faut le dire. Tu as travaillé dans plusieurs endroits. Oui. Tu as collaboré avec beaucoup de personnes, des entreprises, etc. Mais juste pour commencer, donc après on va un petit peu toucher un petit peu à tout ce que tu as vu, où tu as travaillé. Tu es directrice générale donc des voies culturelles Faubourg. Oui, des Faubourgs. De Faubourg au Centre-Sud. Oui. Et depuis 2016, parle-moi un peu comment ça a commencé cette histoire d'amour. Eh bien, ça a commencé en 2016, à la fin 2016, voilà. Donc, moi, ça faisait déjà un certain temps que je travaillais dans le milieu des arts visuels, plus spécifiquement. Donc, et puis, ben, en fait, ce qui m'a attirée dans ce poste-là, c'est le fait que je sentais que je pouvais apprendre beaucoup de choses, mais surtout que je pouvais, comment dire, qu'il y avait un lien avec la communauté qui était quand même assez fort, qui était un peu moins pointu que juste une pratique d'art visuel, qui parfois s'adresse à des gens qui connaissent ça, des gens un peu plus calés dans ce milieu-là, mais donc là, c'était vraiment de faire de la culture un moteur de développement social. Ça m'interpellait beaucoup. Donc, c'est dans ce sens-là aussi. Puis aussi d'apprendre à gérer un organisme culturel, donc de pas juste faire de la gestion de projet, mais vraiment avoir une vision à long terme de l'organisme, puis de comment tu veux que cet organisme-là se déploie dans la communauté aussi. Faisons un survol justement, tu es arrivé là, mais avant ça, je voulais comprendre
ton parcours aussi, et puis pour que le monde puisse comprendre aussi ton parcours. On va revenir bien sûr à l'organisme, qui c'est notre intérêt aussi. Donc, tu as travaillé, tu as collaboré avec beaucoup de personnes, des artistes. Donc, entre autres, tu étais au Centre d'art Clark. Tu as aussi, comment dire, collaboré même à l'international avec la Belgique. C'est plus avec... non, en fait, c'était... il y a eu deux projets plus internationaux. Il y a eu un projet qui était avec la ville de Bordeaux, en fait. Mais c'était pas avec la ville, mais c'était à Bordeaux. Mais c'est un organisme à Bordeaux qui avait en fait des ateliers de production, puis aussi qui faisait la diffusion aussi d'expositions, tout ça. Donc, moi, c'est parce qu'à Clark, je m'occupais beaucoup des membres. Il y avait une 50aine de membres à Clark. Puis l'idée, c'était de leur fournir des occasions de se professionnaliser toujours davantage, comme un peu un agent d'artiste, si on veut. Donc, ce partenariat, ça permettait aux artistes d'aller à Bordeaux, de faire une résidence de production, donc vraiment d'être sur place dans des ateliers et de travailler sur une série, donc vraiment de faire une exposition carrément là-bas. Et puis après, il y avait une exposition justement qui était présentée là-bas. Puis nous, à Clark, on recevait un artiste français. Et puis c'était la même chose. On lui donnait accès parce qu'à Clark, on avait aussi un atelier de bois, de production, en plus de la galerie, qui est un atelier qui est fréquenté par toute la communauté, là, vraiment artistique. Donc, les artistes français venaient ici, pouvaient travailler justement, puis après ça, on leur offrait une exposition au centre. Donc, il y avait des beaux échanges, comment tu as concrétisé des bons projets et tout ça. Oui, c'est ça. Puis l'autre projet, ça a été un projet qui s'appelait Montréal-Brooklyn. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'était un projet, en fait, c'est que je voyais, parce qu'à Clark, on avait quand même pas mal d'artistes qui étaient quand même assez bien établis. Donc, des fois, il avait fait un peu le tour du milieu montréalais. Puis donc, plusieurs, parfois, faisaient sentir l'envie d'aller vers New York. Mais en regardant un peu ça, je me rendais compte que c'était presque impossible pour un artiste qui vit pas à New York de présenter son travail ou de présenter son travail parce qu'il y a quand même une grosse offre aussi à New York. Donc ça peut être un milieu fermé aussi. Oui, c'est un peu fermé. Puis c'est ça. Nous ici, on a beaucoup. C'est-à-dire que quand les étudiants sortent des écoles, ils sont pas obligés tout de suite d'avoir un galeriste ou d'être dans un rapport commercial avec leur travail. Tandis qu'en Europe, puis même à New York, ça fait presque partie du cursus scolaire d'avoir un galeriste à la fin de ton bac ou ta maîtrise en art. Donc, voilà. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec mon collègue, on est allé faire un petit peu de prospection à New York. On a rencontré un monsieur qui s'appelait Arlen Williams. Puis lui, donc, était directeur d'une galerie là-bas. Puis c'est un peu lui qui nous a dit, on devrait faire un gros projet. Donc, nous, à partir du moment où on est revenu de ce voyage-là, on s'est dit, on va recruter des gens ici à Montréal, des galeries privées, des centres d'artistes, des centres universitaires, comme il y avait la galerie de l'UQAM, il y avait des galeries privées, il y avait même le musée d'art contemporain était dans ce projet-là. Ah, ça aussi. Puis donc, c'était riche. C'était très riche parce que ça a beaucoup été fédérateur pour notre milieu parce qu'habituellement, les centres d'artistes sont ensemble, les galeries institutionnelles ou les galeries commerciales. Donc là, c'était vraiment de montrer un éventail de ce que le milieu est. Vraiment un aperçu global. Puis la même chose là-bas. Donc, on a fait des partenariats où on a jumelé, en fait, des galeries de là-bas avec des galeries d'ici. Et puis des artistes d'ici qu'on envoyait là-bas. Et les mêmes choses. Parfois même, ça faisait des expos qui étaient... qui regroupaient en fait des artistes de New York et des artistes de Montréal. Donc ça aussi pour le réseau, c'est bon pour qu'ils se fassent des contacts, mais aussi qu'ils travaillent ensemble puis qu'ils réfléchissent aussi à leur réalité respective. Des fois, ça peut être la politique, des fois, ça peut être autre chose, mais c'est sûr que on a beau être en Amérique, notre culture est un peu différente. Donc, ça a été un projet qui s'est fait en 2 volets. Il y a eu un volet qui s'est fait à Montréal où là, vraiment, pendant plusieurs jours, c'était comme un festival d'une certaine façon. Puis après ça, on est allé à New York au 2e volet.
Mais c'était vraiment riche, là, comme... je pensais jamais, parce que quand tu te dis « Ah, j'aimerais ça faire un projet à New York », tu te dis pas « Ouais, ça va marcher. » tu dis « Ça va être compliqué, tout ça. » Donc là, c'est juste que je suis tombée sur les bonnes personnes, puis j'avais aussi de l'aide d'une équipe, là, tu sais, puis fait qu'on a pu montrer le travail d'une quarantaine d'artistes. Puis ces artistes-là, après, ont pu retourner par eux-mêmes, tu sais, faire des projets à New York. Donc, ça a vraiment ouvert un espèce de canal entre nos deux villes. Puis je dis New York, mais ça serait plus Brooklyn, parce que c'est quand même, c'est large, New York, c'est grand, puis Brooklyn, c'est un écosystème un peu plus petit, ouais, c'est ça. Mais juste pour comprendre qui tu es, vraiment, comment tu es, comment tu t'impliques, comment tu bouges des choses, c'est vous, j'arrive. Je sais pas. Non, mais tu vois, c'est juste pour, je voulais que tu parles de ça, parce que juste pour avoir, comment tu peux mobiliser le monde, tu vois. Et c'est des gros projets, que si on parle comme ça, c'est comme quasiment impossible de les pouvoir concrétiser. Tu as réussi à le faire avec beaucoup d'artistes. C'est toujours avec d'autres, l'aide de gens, d'une équipe, tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, comme... les chefs mais c'est faut. C'est sûr que dans comme par exemple en ce moment, j'ai une équipe très réduite, là, tu sais, on n'est pas beaucoup, on est un OBNL quand même, tu sais, c'est pas comme si j'étais directrice de 100 personnes, là, on est 2, des fois 3, dépendamment des projets. Mais vous arrivez à faire des belles choses, toi et ton équipe, vraiment, là. On va en parler, là. Merci. Mais c'est ça, ça part toujours d'une bonne intention. Puis là, après ça, tu essaies de voir de quelle façon je peux réaliser ce projet-là. Des fois, c'est par un réseau. Puis des fois, c'est pas toujours par le réseau que tu penses. Tu t'imagines que c'est nécessairement des gens en culture. Pas toujours. Ça peut être des gens dans le communautaire. Ça peut être des gens... L'idée, c'est d'avoir une vision d'ensemble de ton milieu, de connaître les gens aussi, qui font toutes sortes d'affaires, pas juste du culturel. Tu sais... puis c'est là que tout à coup les choses se mettent en place, parce que c'est sûr au début tu es toujours bon, ça marchera pas, tu sais, ou tu sais, comme il y a toujours cette espèce de stress de peut-être que ça marchera pas, peut-être que, mais finalement les choses se mettent en place. Puis tu sais, c'est, comment dire, les projets sont à géométrie variable aussi. Il y a des plus petits projets, des plus gros, mais on essaie de, comment dire, quand on porte un projet puis on y croit aussi, c'est plus facile de convaincre les gens d'embarquer. Tout à fait. C'est sûr. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Puis quand il y a une forme de sincérité aussi dans ce que tu veux faire avec ton projet, ben les gens le ressentent aussi d'une certaine façon. Puis probablement que ça peut aider parfois mais bon. J'ai eu des échecs, j'ai eu beaucoup d'échecs dans mon parcours. Puis ces échecs-là, d'ailleurs, ils font vraiment partie, sont aussi importants que le reste, sont aussi importants que les réussites, je trouve, vraiment. Mais c'est bien que tu parles de ça, c'est pour juste que les monde qui nous écoutent aussi, comment dire, tu as une belle énergie, tu as vraiment une belle expérience, mais comme parfois, ça coûtait, comme tu dis, des échecs, ça, c'était comme tu avais des obstacles, mais tu peux arriver si tu as, c'était au bon moment, que tu crois à ton projet aussi, ça c'est très important. Puis, je pense que, tu sais, c'est ça, ces échecs-là nous aident à comprendre certaines choses, à grandir aussi. Il y a puis je pense dans n'importe quel milieu, il y en a des échecs, tu sais. Je pense que tout le monde qui essaie de faire quelque chose, il s'expose à... Mais bon, tu sais, moi, je trouve que quelqu'un qui n'aurait pas eu d'échec, tu sais, comme son apprentissage n'est pas aussi large parfois. Ça serait pas complet. Non, c'est ça, pas complet. C'est vrai. Heureusement qu'il existe aussi ça, pour apprendre de nos échecs aussi. Et par moi aussi, j'avais lu, je ne sais pas si je me trompe, sur ton projet Tron, avec la Belgique. Ah oui, ça c'est un projet avec un artiste qui s'appelle Patrick Bernatchez qui m'avait en fait engagé un peu comme recherchiste parce que lui il fait des projets internationaux. Là c'était un projet d'art public avec la Société de transport de Bruxelles. Alors il était question de faire une espèce de comment dire, je crois aussi que dans ce cas-ci il y avait un artiste belge qui venait faire un projet ici. Puis donc ça se passe dans le métro de Bruxelles. Et puis, c'est un artiste quand même qui fait pas mal de projets conceptuels. Donc, c'est très important, en fait, le concept du projet parce que l'idée, c'est, comment dire, de voir
de voir un peu l'interface entre le Québec puis la Belgique. Et puis, Patrick Bernatchez, lui, il a vu un peu certaines histoires de colonialisme, puis qui soient de notre part par rapport, par exemple, au peuple inuit, au peuple amérindien, puis la Belgique, naturellement, par rapport au peuple congolais. Donc... il a fait comme un rapport avec... oui, il a fait un rapport, en fait, sans qu'il... Il voulait pas que le rapport soit si évident, toutefois, mais donc, on a beaucoup travaillé à faire une œuvre qui combinait des matériaux, en fait, des matériaux qui sont assez... comment dire, qui sont assez caractéristiques de ce colonialisme-là, parce que on est allé chercher des carottes de prospection, donc, dans qui viennent souvent de territoires qui sont habités par les Inuits. Puis, dans ce projet-là aussi, c'est qu'il y avait, dans les années 50, justement, pour assurer comment dire... cherche le mot, c'est-à-dire que la souveraineté, en fait, du Canada sur un territoire qui était aussi convoité par d'autres. On a envoyé des Inuits dans un milieu très inhospitalier. Puis il y en a beaucoup qui sont morts de faim, justement, parce qu'on leur a fait croire qu'ils allaient trouver de la nourriture, un territoire de chasse beaucoup plus vaste, alors qu'on gelait, puis il y avait rien, il y avait vraiment rien. Puis il y avait des gens de la GRC sur ce territoire-là. Mais en tout cas, toujours est-il qu'on a vraiment travaillé sur l'aspect historique d'une œuvre. Puis donc, moi, sur ce projet-là, j'ai pas grand-chose à voir. C'est vraiment le concept de Patrick. Puis moi, j'ai juste fait de la recherche. C'est juste que c'était très, très intéressant parce que j'ai parlé avec, par exemple, un Congolais en Belgique qui lui, a immigré en Belgique et c'est un conteur. Puis lui, il était psychologue, justement, dans les mines au Congo. Donc, c'était vraiment d'entremêler nos histoires respectives puis d'essayer de faire une œuvre à partir de ça. Mais une œuvre qui soit pas trop évidente parce qu'il y a quand même un aspect contestataire dans ces... puis comme c'est les institutions qui financent ces œuvres-là, il faut pas être trop... Surtout que c'était dans évident. Ouais, surtout que c'est dans une station de métro qui s'appelle Trône, en fait, puis qui est un peu à la gloire je crois que c'était Léopold, en tout cas II, qui était un des monarques belge qui a fait beaucoup de tort aux Congolais par ses actions colonialistes. Mais c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant quand même. Et puis, tu vois, juste pour te connaître, te comprendre aussi. Donc, t'apportes des choses aussi réfléchies et puis c'est fantastique. Mais merci. Oui, alors... Mais ça, c'est pas mon projet. Non, je sais, mais t'as aidé parce que sans ça, il n'y a pas ça se réalise pas. Il y a la recherche. C'est ça, c'est de la recherche. S'il n'y a pas de recherche, les projets, ça peut pas avoir lieu. C'est un artiste vraiment extraordinaire qui, justement, qui fait pas mal de projets un peu partout dans le monde, C'est pour ça que je voulais que tu les soulignes aussi. Et donc, tu as collaboré au cirque, tu as travaillé au Cirque du Soleil aussi, tu as travaillé à Vidéographe. Oui, Vidéographe, ça, je pense que ça serait probablement le premier endroit où là, c'était plus un travail dans la culture. Ben, c'est pas vrai, parce que j'ai travaillé en cinéma aussi, mais par rapport aux arts visuels, tu sais, ça serait plus ma première job, je dirais. Là. Avec Yves Thériault aussi, non, les journalistes? Yves Thériault, ça, c'est autre chose, ça, c'est en journalisme. Oui, un autre projet intéressant. Ben, comme tu vois, mon parcours est assez sinueux, mais il y a toujours... c'est pour ça que je suis comme, waouh! Maintenant, ça commence à prendre sens, tu sais, mais pendant longtemps, je me suis posé la question à savoir pourquoi j'étais toujours intéressée à bouger comme ça, puis à être dans des milieux différents, parce que j'en ai exploré plusieurs. Tu sais, pour certains, ça va être un manque de focus ou tu sais, un manque de comment dire, pas trop savoir où tu t'en vas. Mais il y avait un peu de ça, là, quand même, mais il reste que... Je suis quelqu'un aussi qui s'intéresse à beaucoup de choses, tu sais. C'est ça, j'ai trouvé ta richesse, tu vois, comme être humain, comme professionnel aussi, tu sais, comme artiste aussi. Mais moi, je suis pas une artiste. Non, mais je trouve ce que tu fais, c'est artistique. Ah, OK. Ben, tu sais, moi, j'ai compris un jour, justement, moi, j'ai un conjoint qui est artiste, justement, puis, tu sais, comme on avait déjà eu cette discussion-là sur la créativité, puis tout ça, puis
il m'avait dit, tu sais, la créativité, ça se manifeste dans toutes sortes de façons. Tout à fait, oui. Tu peux être créative dans une conversation, tu peux être créative en faisant de la nourriture, tu peux être créative, tu sais, de mille et une façons, tu sais. Donc ça m'avait marqué parce qu'effectivement, on peut être créatif, oui, en travaillant, tu sais, en ayant une recherche artistique ou avec des matériaux, mais à travers, comme il disait, une conversation, tu peux être créatif. Tout à fait. T'es très créatif. Oui, c'est ça. Oui, excuse-moi. Non, mais c'est un peu ça que j'ai réalisé avec le temps. Donc, le parcours aussi, ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que tu te demandes un peu où tu t'en vas, puis il y a un moment où tu comprends que tout ça fait du sens dans ton parcours, que tout ça finit par s'additionner aussi, puis que là, ça donne une espèce de vision d'ensemble. Donc, je dirais, je ne regrette rien. C'est ça. Et ajouter à tes compétences aussi, parce que tu as beaucoup de compétences en gestion des projets, puis production d'événements. Et justement, j'aimerais que tu me parles maintenant des voies culturelles. On revient aux voies culturelles de Faubourg. Donc, c'est quoi exactement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc l'organisme Voix les Faubourgs, les voies culturelles? En fait, quand j'essaie de résumer ça en une phrase, je vois ça comme faire de la culture un moteur de développement social, humain et même, urbain, parce que, comme par exemple, en ce moment, le quartier est en pleine transformation. Tout à fait. Il y a l'Office de consultation publique de Montréal qui sonde un peu la population et les intervenants pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce quartier-ci. C'est important que nous, on s'implique là-dedans parce que, comment dire, la culture, c'est devenu une partie de l'identité du quartier. Vraiment, parce que, tu sais, il y a 250 à peu près organismes culturels, lieux de diffusion, les arts de la scène. C'est incroyable, c'est vraiment actif. Ben, il y a des théâtres, il y a vraiment des compagnies de danse, des ateliers d'artistes. Donc, je souhaiterais tellement ça pour mon beau Verdun. Ici, Verdun, parce que j'habite à Verdun. Ah oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très dynamique. Oui, mais il y a une belle maison de la culture à Verdun aussi. Oui, là, ça commence un petit peu plus. Oui. Mais donc, c'est important, en fait, que ça devienne une forme de, comment dire, c'est qu'ils prennent ça en compte, parce que même au niveau il y a beaucoup d'organismes communautaires qui font des activités culturelles aussi. Donc, moi, j'appelle ça un hub culturel, parce que, tu sais, historiquement, disons, je sais pas, dans les années 70, il y avait beaucoup d'artistes dans le Vieux-Montréal. Après ça, la gentrification a fait que, tu sais, ils se sont installés, tu sais, aux abords de Saint-Laurent, puis dans le quartier des spectacles éventuellement. Mais là, le quartier des spectacles, quand ça s'est créé, ben, ils ont mis les artistes dehors d'une certaine façon. C'est ça. Donc, c'est Centre-Sud qui a été qui a reçu ça, en fait. Et puis, c'est bien parce que, bon, ce qu'il explique aussi, c'est les loyers pas trop chers, tout ça. Donc, en ce moment, justement, tu sais, on voudrait pas que ça se gentrifie non plus d'une façon agressive, puis que tout ce qu'on a gagné, toute cette richesse-là, puis cette vitalité culturelle se disperse ailleurs. Parce que là, ça commence à être un réel problème à la grandeur de Montréal. Tu sais, Montréal se voit comme une métropole culturelle, mais pour le rester, il faut comment dire, assister les créateurs dans leur recherche de lieux, dans, tu sais, le fait qu'ils puissent continuer à avoir un lieu de travail puis qu'ils puissent continuer aussi à avoir une pratique, tu sais, que ça soit les lieux de diffusion aussi qui réussissent à justement survivre, se produire, se survivre, puis aller chercher des nouveaux publics et tout ça. Donc, écoutez-la, s'il vous plaît. Donc, Voix culturelle, c'est sûr qu'on sensibilise les citoyens à la culture en général, à l'offre culturelle des faubourgs, donc on en fait la promotion, mais on défend des enjeux aussi par rapport... ben justement, en ce moment, c'est ce qu'on fait. Comme là, tu vois, demain, je vais aller présenter... un mémoire à l'OCPM, qui est l'Office de consultation publique de Montréal, pour expliquer les recommandations. Nous, on a sondé nos membres, nous, on a une 50aine de membres sur le territoire. Là, ça peut aller de l'usine C à Espace Libre, à la Bibliothèque Frontenac, puis aussi des plus petits, des artistes aussi, donc des compagnies de danse, tout ça. Donc, c'est une 50aine d'organismes sur le territoire, la Maison Théâtre.
on en a plusieurs vraiment. Alors, tu sais, c'est de voir, vous, qu'est-ce que vous pensez des enjeux qui s'en viennent? Qu'est-ce qu'on devrait défendre auprès d'offices de consultation publique qui sachent, en fait, que... Tu sais, ça s'appelle un genre d'urbanisme participatif. C'est que finalement, c'est pas juste des promoteurs qui décident qu'ils vont faire ça, parce qu'il y a plusieurs lieux qui sont en requalification, le site de Radio-Canada, la Monson aussi. Oui. C'est tous des gros lieux, en fait, qui peuvent accueillir, tu sais, plusieurs projets. Puis, ben, c'est le temps d'y réfléchir, mais c'est aussi le temps de s'impliquer. Donc, en ce sens-là, on est une table de concertation, je dirais, parce que on essaie de regrouper tous nos membres autour d'une vision commune de développement de la culture. Alors, c'est pas mal ça. Puis aussi, ben, on fait des événements culturels qui sont fédérateurs, parce qu'on va souvent faire des partenariats terrain. D'envergure, vraiment. Pas juste avec des organismes culturels, mais parfois avec des organismes communautaires, avec des commerçants aussi. Donc, vraiment de rallier la communauté autour de certains projets, puis de faire en sorte que on amplifie notre champ d'action parce qu'on est plusieurs, parce qu'on est tous des petits organismes qui ont plus ou moins de moyens. Oui, mais comme on dit, la union fait la force. Oui, exactement. Alors là, exactement. Puis dans le Centre-Sud, il y a toujours eu une tradition communautariste. Tout à fait. Puis c'est un ancien quartier très, en fait, un quartier d'ouvriers, de travailleurs, avec vraiment, tu sais, justement, une tradition d'aide. Puis donc ça, je pense que c'est quelque chose de... Il ne faut pas la perdre. Puis on le voit d'ailleurs que les citoyens s'impliquent beaucoup dans le Centre-Sud. Tu sais, on dit souvent, bon, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, tout ça. Premièrement, c'est pas tout à fait vrai. Tu sais, comme c'est quand même un quartier où il y a pas mal de gens qui sont diplômés, tu sais, par rapport à l'ensemble de l'île. Par contre, oui, il y a certaines problématiques sociales. Puis moi, dans mes projets, j'essaie de les prendre en compte, tu sais, de faire en sorte que on comprenne bien. C'est-à-dire que justement, quand je dis moteur de développement social et humain, ben c'est de faire en sorte que ce projet-là, peut-être, je l'aurais pas fait dans un autre quartier, tu sais. Mais là, c'est ce que je te dis, on sent beaucoup ici d'appui, beaucoup de compréhension à ce niveau-là. Et je trouve ça, je vous lève mon chapeau. Ah, merci. Il faut continuer, vraiment, vraiment. Oui. J'aimerais qu'on s'inspire de vous plusieurs arrondissements. Ben, je pense que tout le monde le fait à sa façon dans le quartier, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça qui fait qu'on a quand même une communauté forte. Puis, tout à fait. Oui. J'aimerais que tu me parles, parce que le temps file, et puis au moins que tu me parles des grands projets que tu étais là aussi, depuis 2016, n'est-ce pas, que tu es là? Oui. Donc, il y a les petits frères, les grands banquets des petits frères. Ah, c'est le grand banquet du petit gars de Sainte-Marie. De Sainte-Marie, oui, s'il te plaît. Ça, c'était un projet qu'on a fait pendant les festivités du 375e de Montréal. Et puis, donc, on était en partenariat avec Espace Libre. Et puis, donc, le petit gars de Sainte-Marie, en fait, c'est Camille Hood. Oui, c'est ça. Camille Hood, ça a été un maire très important, puis qui a été aussi, il a été député aussi dans le quartier. Et puis... il s'impliquait beaucoup. Il s'impliquait beaucoup, parce que lui, il a commencé justement son mandat dans les années 20, donc, puis il a été là 18 ans quand même, je dirais, on and off, là, mais, et puis donc, c'est quelqu'un qui organisait aussi des soupes populaires, parce qu'il venait vraiment il venait d'un milieu vraiment assez modeste. Pauvre, modeste, et puis donc, tu sais, il était très sensible à la pauvreté de ses concitoyens, ce qui fait qu'il organisait des soupes populaires. Donc, le grand banquet du petit gars de Sainte-Marie, ben, c'est un peu comme pour faire un clin d'œil à ces soupes populaires-là qu'il faisait. Alors, on avait un partenariat aussi avec l'Écomusée, avec l'Espace Libre. Alors, les gens gratuitement étaient invités pendant 10 jours. Avec l'Écomusée, en fait, ils faisaient le tour du quartier et de son histoire. Tu sais, puis c'était vraiment super chouette, là. Il y avait vraiment des animateurs, puis il y avait décoré des rues. La belle petite rue Coupal était toute décorée, tout ça. Puis donc, l'Écomusée expliquait toute l'histoire du quartier. Puis après ça, on les invitait à la pièce... ouais, c'est ça, à la pièce Camille Hood, qui était écrite par Alexis Martin et Daniel Bruyère. Ça, c'était présenté, en fait, par le NTE, le Nouveau Théâtre expérimental. Donc, c'était Pierre Lebeau qui incarnait Camille Hood. Alors, les gens étaient là pendant la pièce, tout ça. Et il y avait aussi des citoyens qui faisaient des personnages dans la pièce. Oui, c'est ça que je trouvais intéressant. Ça, c'est vraiment une initiative d'Espace Libre qui fait beaucoup de projets comme ça, citoyens.
Et après ça, ben, le deuxième volet de la soirée, c'est qu'il y avait des gens de circassiens troubadours qui venaient chercher tout ce beau monde, qui était à peu près 250 personnes, et les amenaient au Parc des Faubourgs, où nous, on avait une programmation aussi. Ouais. Alors, nous, à partir de 6 heures chaque soir, donc un petit peu avant que les gens arrivent, on avait pour tous les gens, les citoyens du quartier, une programmation variée. Puis après ça, ben, quand les gens arrivaient vers, je pense que c'était vers 9 heures à peu près, ben là, on les accueillait. Puis ça, c'était le petit extra qui faisait un banquet, en fait, pendant 10 jours. Puis là, ben, on a eu plusieurs musiciens, comme par exemple la Fanfare Pourpour, des artistes de feu. Mais on avait décoré le parc, c'était de toute beauté, vraiment. C'était très chaleureux. Les gens pouvaient prendre un verre, manger, tout ça gratuitement. C'est ça, accès à la culture gratuitement. C'est ça que je trouve important. Oui, c'est ça, tout ça gratuitement, là, vraiment. Puis le petit extra, ça a été une super belle collaboration aussi avec Jérôme Fèvre-Birdie du petit extra puis du Lion d'Or. Oui. Donc, d'ailleurs, le premier soir, là, on avait un chapiteau, justement, puisque ça durait 10 soirs, tu sais, puis il y a presque une tornade. Donc là, on était bien embêtés. C'était la première. On avait invité tous les dignitaires, tout ça. Puis, tu sais, Jérôme nous a offert le Lion d'Or, tu sais, pour faire la première parce que le chapiteau était... oui, ça a commencé un peu difficilement, je dirais, mais tu sais, ça a été une superbe belle soirée, puis... Donc ça a été vraiment un projet communautaire qui m'a été... j'ai été fière de ce projet-là pour toutes sortes de raisons, parce que c'était justement des partenariats, comme par exemple, comme on avait beaucoup d'équipements sur le site du Parc des Faubourgs, ben, il fallait faire garder ça. Tu sais, la nuit, et puis imagine, c'est pas n'importe quoi. Oui, parce qu'il y avait des chapiteaux, il y a des trucs. Ouais. Et puis donc, on a engagé Spec de rue, tu sais, qui fait de la réinsertion de toxicomanes vers le milieu du travail. Puis ils ont un programme qui s'appelle Tapage, donc... on a fait appel à eux pour... on a engagé ces jeunes-là, on les payait, puis ils venaient garder le matériel, tu sais, pendant... Puis ça aussi, ça a été une collaboration là, parfaite, aucun problème. Tu vois, juste pour donner une idée, comment ça marche quand il y a l'union de la communauté, tout le monde s'implique. Ouais. C'est incroyable, c'est des projets incroyables. Moi, j'appelle ça des win-win, dans le sens que moi, j'ai besoin de cette aide-là. Eux ont besoin aussi de se faire... comment dire, impliqués dans des projets. Donc, tout ça, là, ça fait des projets quand même qui restent dans l'esprit des gens aussi longtemps. D'ailleurs, tu sais, moi, j'ai été bien fière parce que, tu sais, comme à Radio-Canada, justement, je pense que c'était l'émission Dessine-moi un dimanche, il y avait la chroniqueuse, je pense que c'est Marie-Christine, je blesse, c'est son nom. J'ai peut-être mal dit son nom, mais en tout cas, toujours est-il qu'elle a dit que parmi la programmation du 375e de Montréal, tu sais, c'était un des projets les plus généreux. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai trouvé important ton travail. Surprenant. Oui. Donc ça, pour moi, quand j'ai lu ça, tu sais, je me disais, wow, tu sais, déjà généreux, ça, j'étais contente de ça. Puis voilà, tu sais, comme que les gens aient aimé l'expérience, puis que ça a été perçu comme quelque chose de généreux. Et de créer des liens entre les mondes qui habitent ici. Ouais. Ça, c'est très difficile. Vraiment, c'est à travers la communauté doit être mise dans le centre de la vie des gens un peu plus. Tu sais, si les gens sont... Je pense pas que ça... Des fois, je panique un peu quand je vois tout le monde sur leur téléphone. Tu sais, je me dis... OK, tu sais, comme... T'as montré que t'es capable et que t'es bonne, là, vraiment. Là. Ben, moi, je pense qu'il faut essayer de faire des projets qui remettent la communauté au centre de la vie des gens. Ça, c'est bon ce que tu dis, Claudine. Et c'est pour ça que t'as du succès. Je sais pas si j'ai du succès, mais toi, comme je te dis, c'est la communauté et tu travailles avec la communauté, c'est fantastique. Ben, je sais pas si on peut appeler ça du succès, mais tu sais, l'idée, c'est juste d'essayer de faire une différence un peu, puis comment dire, de remettre la culture, tu sais, comme vraiment près des gens, accessible. Oui, et c'est ça le fait très bien. Oui. Et on n'a pas beaucoup de temps, mais si tu peux juste glisser un mot dans l'autre projet, la nuit aussi, que vous êtes impliqué depuis longtemps. Oui, bon, ben, il y a deux autres projets dont je vais parler rapidement. S'il te plaît.
Alors, la nuit au flambeau sur les faubourgs, ça se passe dans le cadre de la nuit blanche à chaque année, donc au mois de mars, début mars. Puis, c'est parce que la nuit blanche, ça se passe beaucoup dans le quartier des spectacles et autour. Alors, nous, on trouve que justement, un quartier comme Centre-Sud, qui est aussi riche culturellement, doit être mis en valeur. Et il faut le faire découvrir aux gens. Là. Donc, on organise 3 parcours, un dans les faubourgs, donc qui part d'ici justement à la Maison de la Culture Frontenac, qui va à Espace Libre. Il y a comme à peu près, c'est ponctué d'environ 7-8 arrêts. Les gens peuvent aller voir des ateliers d'artistes, aller voir de la danse. Donc, dans chaque lieu, il y a des performances qui ont été créées pour l'événement. Et puis, donc, on a aussi celle du Centre-Sud qui était avant Quartier Latin. Et puis, on a le village gay. Donc, c'est 3 parcours qui sont différents puis qui amènent les gens à vraiment découvrir des lieux, mais découvrir des artistes aussi, des disciplines différentes aussi, parce que chaque lieu c'est riche. Des fois, c'est de la poésie, des fois, c'est de la danse, des fois, c'est du théâtre. On a eu un conteur africain cette année aussi. On a eu même du chant lyrique. Donc, c'est vraiment varié. Voilà pour l'agneau flambeau. Puis ça, c'est vraiment l'arrondissement qui nous aide à mettre ce projet-là, qui nous finance ce projet-là. Oui, c'est ça. Puis des commanditaires aussi qui sont dans le quartier, dont la SDC du village, par exemple, tout ça. Alors, voilà. Puis l'autre projet, c'est le projet du Grand Cœur du Centre-Sud. Oui. Que tu connais. Que je connais. J'ai la chance de connaître. Oui, c'est ça. Donc, ce projet-là, en fait, c'est venu justement de l'idée parce que je voyais, en fait, en regardant un peu le profil de la population du Centre-Sud, qu'il y avait quand même pas mal de gens qui vivaient seuls, beaucoup de familles monoparentales, en fait, beaucoup plus que sur le reste de l'île de Montréal. Donc, c'était comme 52 de ménages qui vivaient seuls et puis 48 de familles monoparentales. C'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Briser l'isolement. Oui, pour briser l'isolement, en fait. Et puis pour aussi faire un projet vraiment inclusif, parce qu'on a plusieurs organismes communautaires sur le territoire. Puis je me disais, ils ont des clientèles différentes. Qu'est-ce que je peux faire pour réunir cette population-là dans un sentiment de communauté? Tu sais, les nouveaux arrivants, même chose. Tu sais, que vraiment tout le monde puisse se rencontrer à travers un projet. Puis aussi, ça aide des fois dans le vivre ensemble, tu sais, de comprendre la réalité des autres aussi. Tout à fait. Donc, c'est la manière qu'on comprend. Donc, je me suis dit, j'avais vu un projet avec André Papa-Thomas, qui est un compositeur et un chef de chœur, un musicien aussi, qui s'appelait Souffle. Et puis, j'ai vu ça, ce projet-là, puis j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que ça m'a beaucoup touché, ce projet-là, parce que c'est un projet qui avait présenté à la Place des Arts, puis il réunissait 10 chœurs qui étaient issus de communautés culturelles différentes. Ça faisait 300 personnes sur une scène. Puis il a demandé à chacun de chanter un petit bout de son répertoire. Mais en fait, ensemble, c'est comme s'ils créaient une œuvre nouvelle avec leur langage et leur folklore à chacun. Et puis même au niveau des costumes, au début, ils sont tout en blanc. Puis là, après ça, ils enlèvent le drap blanc qui les recouvre. Puis là, on voit leur costume à chacun, tu sais, leur couleur locale. Puis c'était vraiment beau, ce projet-là. Tu sais, c'était empreint de beaucoup d'humanisme. Puis je me suis dit, moi, je vais peut-être pas faire une affaire à la Place des Arts, mais je vais essayer, à travers les organismes communautaires, d'aller chercher du monde, tu sais, de recruter. Moi, je voulais à peu près, tu sais, mon objectif, c'était une centaine de choristes. On en est peut-être là, entre 80 et 100. On a eu à peu près une centaine d'inscriptions, mais après ça, c'est sûr que, tu sais, il faut que les gens, tu sais, c'est 12 ateliers qu'on offre gratuitement. Il faut qu'ils viennent, c'est ça. Après ça, là, le bébé est lancé, là, si on veut. C'est-à-dire il faut que les gens s'impliquent. Nourrir et tout. Et puis, c'est ça. Donc, on fait 12 ateliers. Il va y avoir 12 ateliers. C'est la superbe église Sacré-Cœur, qui est au coin d'Ontario et Alexandre de Sèvres. Et puis, les gens, on voit que ça les rend heureux, d'une part. Et puis, à la fin, on va faire un grand concert. Puis un grand concert, là, je suis encore en train de décider où il va se faire, le grand concert, parce que, il y a des défis techniques. Puis, tu sais, c'est sûr que quand tu organises un projet comme ça, tu veux pas que, à cause de la pluie ou à cause, tu sais, que ça soit tout annulé. Donc, je suis encore en train de décider où je vais le faire exactement, mais on va combler toute la communauté. Ça va être une centaine de choristes qui vont être accompagnés de choristes, solistes, en fait, et musiciens professionnels. Il y en a certains là-dedans qui œuvrent même dans l'Opéra de Montréal. Donc, ça va être un concert de grande envergure.
Et puis, on va convier toute la communauté du Centre-Sud, naturellement, à venir voir ça, parce que ça va être en juin. Le 7 juin, ben, on ne sait pas où encore. À suivre. À suivre. On va te suivre, Claudine. C'est ça. Bon, écoute, le temps file et puis on est rendu à la fin. Oui. Donc, j'aimerais juste, pour finir, avec juste un seul mot, qui est Claudine? Ben, ça revient à la même chose que l'objet, hein, dans le sens que c'est difficile par un seul mot de se définir. Tu sais, plus, comme je disais, plus on vieillit, plus tout ça se complexifie. Hein, tu sais, c'est... Moi, il y a peut-être une chose, tu sais, comme... je dirais sincérité, avec tout ce que ça a de positif et négatif aussi. Ouais, je pense que ça pourrait être ça le mot qui me définit, la sincérité. Mais c'est ça. Des fois, on peut être trop sincère. Puis des fois, on peut... Tu sais, c'est ça. Donc, mais c'est réel et authentique, voilà. Exact. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, écoute, Claudine, ce fut un plaisir, un régal de travailler avec toi. Donc, je te souhaite une belle continuation. Merci. Vraiment, là, il faut aller à l'avant comme tu l'as fait. Puis, il faut l'appuyer, il faut être à l'écoute, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent appuyer aussi au niveau financier, être à l'écoute. Ah, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Merci d'être là et à la prochaine. Merci.